Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou au feu de la rampe avec le délicieux Hugo Frey pour une nouvelle interview. La dernière fois, je m'étais retrouvée chez toi à l'extérieur de Paris et notre conversation m'avait beaucoup touchée. Les gens te connaissent, enfin tu es compositeur, chanteur, interprète, on a tous chanté sur ta chanson, sur tes chansons. Et c'est un bonheur de rencontrer une personne comme toi parce que tu es un peu un extraterrestre dans le showbiz. J'ai pas l'impression qu'ils sont tous comme toi. Non, il y a du vrai là-dedans. Je suis un chanteur, j'allais dire contemporain. Troubadour contemporain. Non, je veux dire par là que je suis rentré dans cette activité. Je veux pas dire ce métier, car c'est pas un métier. Et quand c'est un métier, je trouve que c'est moins bien. Mais quand c'est simplement une sorte de dérive naturelle, un type qui a 15 ans pour séduire les filles à l'idée de prendre une guitare et de se mettre à chanter, et puis par la suite, 10 ans plus tard, on lui propose de l'argent pour faire la même chose. En fait, ce n'est qu'une dérive. Mais celui qui, à l'âge de 14 ans, dit « je vais devenir une vedette » et qui fait tout pour ça, c'est pas la même chose. Et ça n'a pas été la démarche qui a été la mienne. Ouais. Tu sais, ça m'avait beaucoup touché quand tu avais parlé de la gratitude, cette gratitude que tu avais pour la vie, une gratitude profonde qui a fait que tu as réussi à rester vrai, entre guillemets, t'es authentique, t'es abordable, on arrive à se connecter à toi, alors que bien souvent les personnalités ou les gens connus, on a du mal, c'est un peu des gens qui sont sur leur propre planète, mais pas toi. Ce que j'ai tendance à dire qui choque un peu les gens, parce que je le dis et je le pense, j'ai raté ma vie. Et ça, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Élisée Reclus, qui était un grand anarchiste, la famille les Reclus, c'était géographe et anarchiste du 19e siècle, disait à peu près la même chose. Moi, je m'en inspire un peu. Il conseillait à ses enfants de ne pas réussir leur vie. Parce que dans le mot réussite, pour lui, il y avait justement l'échec. C'est-à-dire lorsque, tout d'un coup, par le succès, etc., on va perdre contact avec la réalité de la vie. Et moi, je voulais être peintre, je voulais faire de la sculpture, j'ai pas pu le faire parce que mon papa pensait que c'était pas, entre guillemets, un métier sérieux. Il me disait, tu vas finir comme Van Gogh, comme Gauguin. C'est une bonne référence. J'aurais bien aimé. mais il n'a pas voulu. Et alors, donc, pendant, il a fallu que je me débrouille. J'ai dit à mon père, bon, à partir de maintenant, je ne serai plus à votre charge, parce que je lui disais, vous, papa, je ne serai plus à votre charge, je vais me débrouiller tout seul. Comme je ne savais rien faire, comme tout bachelier, je jouais de la guitare pour m'amuser, et on m'a proposé de l'argent, j'ai fait ça pendant 10 ans, et je suis devenu une vedette sans l'avoir voulu. Donc, j'ai raté ma vie. J'ai raté ma vie. Mais c'est cette façon que je vais la mener en chantant avec ce côté, entre guillemets, comme on dit maintenant, amateur, c'est ça qui fait que ça a touché le cœur et qu'aujourd'hui, Lilou dit que je suis marginal. Oui, je suis marginal dans la mesure où je ne suis pas un professionnel. Mais je trouve que tu incarnes plutôt l'ordinaire extraordinaire, ce qui est possible pour nous tous à vivre et de vivre. On est des personnes ordinaires finalement qui avons la chance ou pouvons vivre une vie extraordinaire. C'est accessible à tous, tu penses, ou c'est des destins particuliers, ou c'était déjà inscrit ? Moi, je crois qu'il faut redonner aux jeunes le sens des mots. Il faut faire très attention de ne pas... un métier, c'est... Par exemple, la retraite. On me demande, pourquoi vous chantez encore ? Parce que c'était un mystère pour personne, et puisque j'ai une télévision là devant moi, je suis né le 18 août 1929. Ce qui fait, si vous calculez... 86. Alors, là, ça mérite des applaudissements. Non, pas du tout. Je n'ai aucun mérite. Mais alors on me dit, mais pourquoi à la limite, il y a des gens qui me disent, tu prends la place d'un jeune. Il faut vraiment être vraiment couillon pour dire une chose pareille. Je ne prends la place de personne. J'ai du mal déjà à garder la mienne, quoi. Alors, pourquoi tu ne prends pas ta retraite ? Parce que la retraite, c'est pour les gens qui travaillent. Or, en principe, un artiste passe sa vie à s'amuser. S'il s'amuse pas, c'est quand même un échec, parce que on joue du piano
On va avoir tout à l'heure une ravissante coréenne qui va nous parler de son métier de pianiste. Elle joue du piano. Moi, je joue de la guitare. Il y a des gens qui jouent au théâtre, qui jouent la comédie. C'est un jeu. Être artiste, c'est pas un métier. C'est un état. C'est une nature. Dans la mesure. C'est une philosophie de vie, mais on est tous un petit peu artistes à ce moment-là. Un peu. Oui, on a forcément tous quelque chose de naturel. Vous savez, le mot naïf. On dit souvent de quelqu'un qu'il est naïf, d'un air de dire bon, il pas très intelligent et il se pose pas trop de questions. On peut le tromper. Naïf, ça veut dire naturel. Ça veut pas dire simplet. Ou alors simple, ça veut dire naturel. Eh bien, dans la mesure où vous êtes naturel, vous n'avez pas forcé votre corps, vous n'avez pas forcé votre âme, vous n'avez pas forcé votre esprit. Pourquoi avoir droit à le repos qui est celui de la retraite? Celui qui mérite la retraite, c'est celui qui a travaillé au fond de la terre, à creuser pour extraire le charbon, ou qui affronte les mers glacées pour aller pêcher les crabes pour qu'on puisse les manger pour Noël. Enfin, ces gens-là méritent, qui travaillent dans des usines où il y a du bruit, ces gens-là méritent de se reposer, mais pas les artistes. Parlons un petit peu de la mort. Je sais que c'est un énorme pas là qu'on est en train de prendre, mais j'ai l'impression que t'as cette impression que tu te prépares à quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Comment tu le vis à 86 ans? Ma réponse est très simple. Je suis sûr que si on la traduit à notre maître bouddhiste qui est là, il sera d'accord avec moi. Nous avons conscience maintenant, grâce à la science, nous avons connaissance de ce qu'est la Terre, c'est-à-dire une boule qui est suspendue dans l'air, comme ça, dans l'atmosphère. On connaît la taille de la Terre, on connaît presque son poids, sa circonférence, on connaît tout ça. Donc on sait où sont nos limites. Alors, déjà, il y a une question de correction. Dans la mesure où il n'y a pas de place, si vous invitez des gens pour votre anniversaire dans un petit appartement et puis que vous invitez 5000 personnes, vous ne pouvez pas les accueillir. Donc il faut bien qu'il y en ait qui laissent la place. Donc la mort déjà a une justification évidente, c'est que quand on a eu la grande chance, comme dit Jean d'Ormesson, la chance de naître, il faut avoir la chance de mourir. Parce que c'est une chance pour les autres. Alors ceux qu'on aime, les autres, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et puis l'humanité. Donc, ne serait-ce, c'est un geste d'amour. La mort est un geste d'amour. Il faut le prendre comme ça. Sinon, si on dit « Ouais, je veux pas m'en aller, ouais, je veux rester 100 ans », maintenant les gens vont vivre à 110 ans, 120 ans. Il y a une partie de nous qui est éternelle, tu penses? Oui, c'est évident. La physique quantique, je sais que vous allez parler aussi avec quelqu'un qui va parler de physique quantique. Le docteur Joe Dispenza, hein, à ne pas louper. La physique quantique, quand j'ai découvert le monde quantique, alors il faut que je vous dise rapidement, j'ai un frère qui est un grand mathématicien, j'espère qu'un jour tu vas l'inviter. Jean-Paul Offray, qui doit avoir maintenant 89 ans par là, est en train de travailler et il m'a dit je veux être tranquille, il est caché, personne ne sait où il est. C'est sympa d'annoncer son nom alors comme ça sur Internet à tout le monde. Non, mais personne ne le trouvera. Jean-Paul Offray est en train de travailler sur une révolution de la physique quantique. Moi, je ne sais pas faire une division, je ne sais pas faire une multiplication, je suis nul, je ne sais pas lire les notes, je déteste les chiffres, je suis un enfant qui a été, comment dirais-je, traumatisé par le fait que je suis un hyper-gaucher, c'est-à-dire un dyslexique. Je renverse tout. Donc, les difficultés pour moi de la lecture, de l'orthographe et des mathématiques. Néanmoins, assez tard dans ma vie, j'ai découvert le mot quantique. J'ai voulu savoir ce que c'était et un voile s'est levé dans ma vie parce qu'il est évident que par la physique quantique, nous savons que il y a d'autres mondes que le nôtre, que notre monde est une illusion, pas une illusion vraiment, mais qu'on peut aller au-delà de la vision que nous avons du monde. Donc, si vous me demandez s'il y a quelque chose après la mort, oui, il y a ce qui est après la mort, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas pour l'instant, mais peut-être qu'on connaîtra un jour. En tous les cas, je suis certain qu'il y a quelque chose après la mort. Comme une vie, quelque chose. Est-ce que la notion d'âme ou pour certaines personnes par de spiritualité, qu'est-ce que tout ça éveille en toi?
Non, l'idée un peu simpliste que les gens ont, c'est de dire je ne crois pas. J'ai vu Stephen Hawking, ce grand physicien, qui disait avant le Big Bang, il n'y avait rien. Donc, s'il n'y avait rien, Dieu n'existait pas. Et moi qui suis rien, j'ai dit avant le Big Bang, il n'y avait rien. R-I-E-N. C'est pas rien quand même, rien. Alors, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il y a avant le Big Bang. Mais il y avait quelque chose. Et moi, je sais ce que c'est. Je l'ai inventé pour moi. C'est la symétrie absolue. C'est la première fois qu'on fait ce coup-là, dans toutes les interviews. Là, je vais creuser un petit peu. Non, ça, j'en parlerai avec le maître moine bouddhiste. Je suis persuadé qu'il y a, depuis l'âge de 10 ans, je suis obsédé par l'idée de la symétrie. Pourquoi certaines choses sont symétriques, pourquoi d'autres ne le sont pas? Les animaux ont 2 pattes, 4 pattes, 6 pattes, 8 pattes. Mais ils n'ont pas 3 pattes, sauf ceux qui sont anormaux. Les animaux, dans la nature, il y a des choses qui sont symétriques et des choses qui ne le sont pas. Pour moi, Dieu, c'est la symétrie absolue. Saint Augustin disait « Dieu est une sphère où le centre est partout et la circonférence nulle part. » Là, vous avez la symétrie absolue. Donc, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas concevoir parce que nous sommes tous aussi... Entre Einstein et Lilou, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, non. Non, il n'y a pas de différence, je vous le garantis. Non. Tu peux penser à ça, réfléchir à ça. On dit en anglais, I'm hanging in there. Yeah. Non, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. De même qu'il n'y a pas de différence entre Socrate et moi. Socrate, il parlait beaucoup et moi aussi. Il n'écrivait pas et moi aussi. J'écris pas. Je parle cette image du Bouddha comme ça, qu'on est tous un peu à l'intérieur de nous. En tous les cas, il y a quelque chose, il y a cet être éveillé ou cette partie, il y a une partie divine, il y a quelque chose d'extraordinaire qui a envie de s'exprimer. On le voit pas toujours, c'est un peu couvert de boue. Au fur et à mesure, on va commencer à le nettoyer et ça va être de plus en plus lumineux. On va pouvoir être de plus en plus soi-même. Ça, ce cheminement, ça te parle? Bien sûr. Moi, cette idée de la symétrie, je reviens là-dessus parce que justement, comme par hasard, j'ai découvert sur le tard de ma vie, parce que je suis chrétien, pas très catholique. Très chrétien, mais pas catholique. C'est une différence. Catholique, c'est le côté politique de la chrétienté. Mais le Christ n'était pas politicien. Et j'ai remarqué que, pendant longtemps, puis un beau jour, à l'âge de 15 ans, j'ai fini par beaucoup de choses du culte chrétien, catholique. Ça m'a paru superficiel et j'ai abandonné. Donc, je suis non pas athée, mais agnostique, puisque je pose la question. Je n'ai pas la preuve que Dieu existe, mais j'ai pas la preuve qu'il n'existe pas. Donc, je suis comme Georges Brassens, qu'on considère à tort comme un chanteur anarchiste et athée. Il n'est ni anarchiste ni athée. Ça sera pour la prochaine interview. Pour en revenir à moi... J'aimerais bien faire des interviews avec les morts aussi, ça c'est sympa. Oui, bien sûr. Mais moi, tout d'un coup, j'ai vu Bouddha. Et ce qui m'a frappé chez Bouddha, moi qui suis sculpteur de nature, parce que je vous ai pas dit, je fais de la chanson, mais depuis l'âge de 70 ans, je me suis remis à la sculpture. Donc j'étudie les visages, naturellement. Et évidemment, les visages sont en principe symétriques, mais pas totalement. Alors j'énonce un théorème, je ne sais pas si on dit un théorème ou... La nature tend à la symétrie sans toutefois y parvenir. Et je pense que la symétrie dans la nature, c'est le souvenir de ce qu'il y avait avant le Big Bang. Le Big Bang, c'est le désordre, c'est le chaos, l'explosion. Et si on revient, en suivant la science à l'envers, on arrive à un moment donné où la matière est tellement réduite qu'elle n'existe plus. Donc si on va un peu plus loin, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien moi je dis, si on veut avoir une petite idée de ce que peut être l'intelligence divine, ça serait la symétrie absolue.
Mais il y a c'est aussi ce que tu veux dire, c'est qu'il y a cette imperfection, il y a cette perfection dans l'imperfection. Alors, voilà. Paul Valéry disait, sur la Terre, il y a 2 fléaux. L'ordre et le désordre. Il faut s'arranger avec ça. Alors, l'ordre ou le désordre. Trop d'ordre, c'est le totalitarisme, et trop de désordre, c'est l'anarchie. Donc, l'homme est pris dans ce piège, pas trop d'ordre, pas trop de désordre. Quand si vous voulez, un architecte disposant d'un espace libre construit une maison biscornue, à mon avis, il est inspiré par le mal. Il est inspiré par le diable. Oui, Il y a carrément ce mot-là. Oui, le mal, oui. Normalement, il devrait construire symétrique. Il n'a pas de raison d'être dissymétrique. La dissymétrie est excusable lorsqu'il y a un obstacle. Vous prenez un arbre dans la forêt, il pousse comme il peut. Mais quand il est dans un champ tout seul, regardez, observez, un champ tout seul, il y a des vaches, on a probablement déboisé, et puis on a gardé un arbre parce qu'il était beau, un chêne par exemple. Regardez, il est symétrique. Vous avez qu'à imaginer qu'il est dans la terre, il y a les racines sous le sol qui sont comme ça, le tronc et les branches. Alors tu es en train de dire qu'on devrait vivre sur une île déserte et là on serait parfaitement symétrique et parfait, mais c'est pas le cas. C'est qu'on est un petit peu nombreux là ici, c'est peut-être... Je dis pas ça du tout. Je dis que simplement... Je pense que aujourd'hui, j'essaye de résumer. Tu m'as demandé ce que je pensais de la mort. Ben, je t'ai dit, la mort est tout à fait valable pour ceux qui ont vécu. Ce qui est atroce dans la mort, c'est pour ceux qui ne l'ont pas vécu. C'est-à-dire les enfants, ou les gens jeunes qui disparaissent par accident ou par maladie. Là, c'est vraiment, il y a toute ma compassion de chrétien. Mais pour celui qui a fait son œuvre, il faut qu'il s'en aille, qu'il laisse la place aux autres, quoi. C'est normal. Alors, j'ai parlé après de la symétrie parce que c'est ce que je dis que je risque de retrouver, moi, après. Mais je vais pas le retrouver je vais pas dire, tiens, bonjour, la symétrie. Ça va pas se passer comme ça. Mais je veux dire par là que la physique quantique m'a donné la conviction qu'il faut être extrêmement modeste et que l'on soit Einstein, Hugo Frey ou Lilou, on sait qu'il y a un moment donné où on ne peut pas aller au-delà, sauf quand on est bouddhiste. Alors ça, le bouddhisme, justement, j'en suis sûr, c'est eux qui ont compris qu'on peut aller plus loin par la pensée. Donc, ils dépassent la science. Et la souffrance. Est-ce que tu as des pratiques régulières au-delà de... Je suppose que chanter, créer des chansons, tout ça, ça devient une vraie méditation pour toi, mais est-ce que tu as des... je sais que tu remercies tous les jours Dieu, la vie. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça? Je pose la sculpture aussi, mais tu aimes peut-être jardiner, où il y a des mantras, ou peut-être des affirmations. Quelles seraient tes pratiques? La méditation peut-être même? Non, moi je suis pas un type qui a le don de la concentration. J'ai lu une fois un psychiatre qui expliquait que les enfants qui sont à l'école, il y en a qui sont distraits, comme on dit. Et ce psychiatre expliquait que ceux qui étaient distraits étaient souvent les plus intelligents. Parce que ils sont comme les animaux, tout le temps en train de voir à droite et à gauche ce qui se passe. Que le pouvoir de concentration, notamment les mathématiciens, par exemple, comme mon frère qui vit dans un monde complètement différent du mien, il est en extase devant moi en me disant, toi, tu vois les choses, et moi, je suis en extase devant lui, parce que lui, au contraire, il est... Eh bien, la concentration poussée à un excès, c'est presque l'idée fixe du fou. C'est vrai. Mais est-ce que la méditation est de la même famille que la concentration lorsqu'on est en train de faire des calculs? Je ne sais pas. La méditation, c'est quelque chose que je respecte beaucoup, mais j'ai l'impression que moi, je la fais d'une façon un peu instinctive.
Si je vais me promener dans la forêt et que je sens l'odeur du bois un peu mouillé, puis tout d'un coup on croise, on sent qu'il y a un renard qui est passé par là, et puis après un peu plus loin il y a des feuilles mortes qui pourrissent et qui donnent, exhalent un parfum très particulier. Moi là tout d'un coup j'ai l'impression que mon âme s'ouvre et là c'est là que je dis, à défaut j'ai rien de mieux que de dire merci mon Dieu, parce que cette extase que j'éprouve en prenant conscience de l'instant qui passe et de l'espace et le temps, d'être là-dedans, je dis, c'est une chance extraordinaire. Et il faut remercier quelqu'un. Alors qui? On dit Dieu, puis après, voilà, comme ça, on se débarrasse. Tes plus belles, tes plus belles idées ou chansons, ou mots, ou idées sont venues comme ça dans ces moments-là? Parce qu'on essaye... Je suis incapable de réfléchir. Je réfléchis pas. Je respire naturellement. J'ai écrit une chanson qui s'appelle « Le grand cercle de la vie », où je dis pratiquement rien, parce que ce que je vous dis là dans le micro, c'est 10 fois plus... et c'est pas réfléchi, mais c'est simplement... Je le dis spontanément. Mais je me suis pas mis dans la tête en disant, voyons, réfléchissons sur la condition humaine. De quoi s'agit-il exactement? C'est pas ça du tout. Mais c'est une série d'observations du petit garçon, parce que quand je vous parle excusez-moi de revenir encore sur mon idée de symétrie, c'est que parce que quand j'étais petit, je disais, voilà, je vois un visage, je vois votre visage, tiens, je vais faire la seule culture. Ça marche pas. Ça lui ressemble pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai fait symétrique. Et que vous n'êtes pas symétrique. Moi non plus. Donc, on est un petit peu... Donc, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un désir de symétrie qu'on n'arrive pas toujours... C'est en fait le désir de la paix, de l'ordre, du silence, de l'espace. L'espace est symétrique. Ce qui semble magnifique, ce que j'aime dans la vie, c'est quand on est dans ce moment on est dans le moment présent, puis d'un seul coup, il y a une espèce de grâce qui nous tombe dessus. Il y a quelque chose qui arrive, on a ramé, on a galéré, il y a eu des difficultés. On a essayé plein de choses, ça fonctionnait pas forcément. Et là, un jour, il y a ces 15 minutes de grâce ou 5 secondes, mais qui peuvent chambouler une vie, qui peuvent la transformer, qui peuvent l'élever. Et ça semble aussi bien dans notre contrôle en nos mains que pas du tout dans nos mains. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire c'est la vie, c'est ça être vivant. Moi, je vois les animaux. Tout à l'heure, dans les coulisses, j'ai montré à Lilou la photo d'une petite chatte que j'ai depuis 3-4 mois, qui est adorable, qui s'appelle Lily, pas Lilou, Lily Flower. C'est une américaine, elle aussi. Hein. Américaine, c'est un Maine Coon. Et je la vois, elle est là. Elle vit sans arrêt, elle est surprise. Des fois, je lui parle, Lily, tu m'aimes? Alors elle fait... avec les yeux. Évidemment, je voulais vous dire, elle ne parle pas. Mais avec les yeux. Quand elle veut des crevettes, je peux vous dire, Miss Crevette, je l'appelle. Mais les animaux, l'observation des animaux, c'est absolument extraordinaire. Évidemment, nous ne sommes pas que des animaux, c'est ça la différence, nous sommes des animaux avec un plus qui est divin, il faut le dire. Donc elle est comme une grâce dans ta vie, finalement. Alors, mais les animaux nous permettent de voir l'essentiel de ce qu'il y a de la vie, quoi. Alors, ces émotions que tu évoquais tout à l'heure, comme ça, les moments où on passe de la nostalgie à la joie, puis la tristesse, puis ceci. Mais ça, c'est la vie, quoi. Et il faut la vivre intensément et positivement. Il n'y a rien il faut pas de négatif. C'est pas toujours simple. D'ailleurs, avec Sandan, la prochaine interview, il va nous parler des pensées lumineuses. Mais c'est pas quelque chose, on nous a pas appris ça, hein. C'est un peu une rééducation ou se rappeler de quelque chose, pas se forcer au début, mais ça demande quand même un peu de discipline. De pas avoir de pensées négatives, c'est énorme. Extrêmement difficile, mais
on a quand même depuis une vingtaine d'années ce mot qui est apparu, la résilience. Le nom de, je me souviens plus de comment c'est apparu. C'est un psychiatre qui parle de la résilience. Et moi, je suis le type même de celui qui a vécu la résilience, parce que enfant, j'étais handicapé par rapport à mes deux frères. Physiquement, ils étaient plus grands, plus beaux, plus doués, plus intelligents. Et puis, j'avais que des difficultés dans la vie. J'ai pas pu aller à l'école avant l'âge de 12 ans, parce que je n'étais pas intégré. Ma maman ne voulait pas que je souffre. Donc, j'ai vécu avec des adultes, et c'était... j'avais pas la vie de tous les enfants. Et j'étais fragile physiquement. C'est-à-dire, eh ben, j'ai vaincu tous ces handicaps. C'est grâce à ces handicaps que je suis devenu ce que je suis devenu. Sans ces handicaps, je serais peut-être, je ne sais pas quoi, peut-être un chanteur professionnel. Et c'est un plaisir d'avoir passé ce moment avec toi. Écoute, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, quelque chose que tu as envie de dire à tous les délicieux co-créateurs, et spécialement ceux qui sont un petit peu partout dans le monde, parce que c'est l'avantage d'Internet, tu vois, contrairement à peut-être la télé, c'est qu'on est connecté. Là, il y a une sacrée toile là, de lumière qui est à travers le monde entier. Et je suis sûre que tu as quelque chose à nous dire. Si c'était ton dernier instant, ton dernier moment, ton dernier souffle. Ah là, je te mets là. Qu'est-ce que tu aurais à nous transmettre? Le truc qu'il faut absolument que tu dises. Je dirais bienvenue à tous dans ce monde qui s'ouvre devant vous. Moi, j'ai une arrière-petite-fille qui est ravissante. Elle est irlandaise. Donc, ma petite-fille a épousé un Irlandais. Elle vit à Dublin et elle a 3 ans et elle commence le violon. Elle est jolie, on dirait un peu Shirley Temple. Et elle va commencer à jouer du violon. Et quand je la vois, je dis bienvenue, ma petite chérie, dans ce nouveau monde. Merci Hugues, merci pour ce délicieux moment. Merci à tous, merci d'avoir regardé. Délicieux. Tu es délicieux. Un délicieux co-créateur, un de plus. Gros bisous à vous tous. On vous retrouve pour l'interview de tout à l'heure. On vous embrasse très fort du Théâtre des Feux de la Rampe. Merci, gros bisous. On t'aime. Merci beaucoup.